Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous attarder sur un autre réalisateur français. Vous avez sûrement déjà entendu son nom de famille récemment puisque son fils, Romain Gavras, s'essaie au cinéma depuis quelques années et a réalisé le fameux Athéna récemment. Loin de moi l'idée de faire une vidéo dessus car je trouve ce film absolument sans intérêt et je me disais que c'était bien plus intéressant de s'attarder sur le travail de son père. Un homme qui n'a jamais réellement connu de gros succès commerciaux à part à ses débuts, et cela sans doute parce que son cinéma s'inscrit beaucoup dans la réalité mais traite souvent d'affaires politiques assez gênantes. Je vous présente Costa Gavras, un réalisateur ayant fait de sa filmographie la représentation de ses engagements politiques. Konstantinos Gavras naît en 1933 à Loutréa en Grèce. Issu d'une famille plutôt modeste mais profondément anti-royaliste, les positions politiques assumées de son père l'empêchent de continuer d'étudier dans le pays en grandissant. Il quitte alors Athènes à seulement 19 ans pour rejoindre la France et étudier à Paris. Ayant déjà une conscience politique assez importante, il s'intéresse au cinéma engagé en fréquentant régulièrement la Cinémathèque française. Il y découvre plusieurs films qui marqueront sa cinéphilie, notamment Les Rapaces, un film de 1924. Après des études d'année à la Sorbonne, où il apprend notamment à parler parfaitement français, il est reçu à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Il travaille alors comme assistant réalisateur pour plusieurs grands noms du cinéma comme René Clément, Henri Verneuil, Jacques Demy ou encore Jean Becker. C'est par le biais de ce travail qu'il rencontre plusieurs têtes d'affiche avec qui il sympathise comme Simone Signoret ou encore Yves Montand. Et c'est entouré de toutes ces personnes que Costa Gavras commence à avoir envie d'écrire et de réaliser. Sa volonté politique le hante déjà beaucoup et c'est en 1965 qu'il réalise son tout premier film avec l'aide de ses amis rencontrés sur divers tournages, Compartiment tueur, une adaptation du romancier et scénariste français Sébastien Japrisot. Un premier film qui rencontre un succès critique malgré le peu de budget. Gavras s'inspire de la mise en scène hitchcockienne pour mettre en scène le récit de cette enquête en huis clos qui concerne le meurtre d'une femme dans un wagon. Il réalise quelques années plus tard Un homme de trop en 1967 qui commence déjà à être plus engagé que son précédent long métrage. Il raconte l'histoire d'un groupe de résistants en 1943 qui arrive à faire échapper 12 condamnés à mort de prison. Mais une fois en lieu sûr, il s'avère qu'ils sont 13. Le film dénonce un peu la délation, par conséquent il rencontre un échec commercial, car le symbole de la résistance unie et parfaite est encore profondément ancré dans l'esprit des Français. Mais en 1969, c'est la consécration. Alors que la production de son prochain long métrage est chaotique, personne ne veut du scénario, le jugeant trop engagé, manquant d'un personnage principal et d'une histoire d'amour, lol, il parvient à trouver quelques financements avec l'aide de ses amis comédiens Yves Montand et Jacques Perrin et à sortir Z, qui s'inspire d'un roman grec retraçant l'assassinat d'un leader de gauche, organisé secrètement par la police et l'armée et camouflé en accident. Alors bien que le film soit une fiction, le roman adapté est inspiré de la dictature des colonels en Grèce en 67. Mais surtout à l'assassinat du démocrate Lambrakis en 1963. Et malgré son parti pris politique, Z est un énorme succès critique et commercial, et est récompensé par diverses statuettes hissant Costa Gavras au sommet. C'est à partir de ce film que sa mise en scène va réellement prendre forme. Voulant rester proche de la réalité, le film dispose de pas mal de plans larges à l'épaule, avec une lumière très proche du réel. Costa Gavras ne cherche pas à faker, il veut quasiment l'illusion du documentaire. Et à travers ça, il n'hésite pas non plus à s'inspirer de certains codes de la nouvelle vague, mouvement cinématographique français apparu quelques années plus tôt, avec des cuts étranges, des grands zooms, des musiques disparaissant aussi vite qu'elles n'apparaissent. Costa Gavras n'hésite pas non plus à jouer sur des effets de montage pour symboliser un arrêt du temps, que ce soit des énormes ralentis après un acte aux conséquences désastreuses, ou des mises en image du passé racontées par un personnage. Il y a beaucoup de ces effets, notamment dans le film Section spéciale, qu'il a réalisé en 1975, et sur lequel on va revenir. Cela fait de Z un film vraiment intéressant et un outil d'analyse filmique qui nous montre que l'on peut créer des moments de tension et de chaos sans forcément abuser du montage et des effets de style, mais tout simplement en marquant la violence du réel dans sa mise en scène, ce qui rend parfois l'atmosphère beaucoup plus stressante qu'elle ne le serait dans un film où ça bouge de partout et où les plans sont très serrés. Et puis surtout, Z est un film particulièrement engagé, ridiculisant un peu honteusement les principaux responsables de l'assassinat, comme le général de l'armée. Et il faut se dire qu'à l'époque, ce genre de film sortant de tous les codes commerciaux et s'assumant autant politiquement, d'autant plus qu'il sort seulement un an après mai 68, c'était un peu du jamais vu et ça fait l'effet d'une bombe niveau cinéma engagé. Par la suite, Costa Gavras réalisera une vingtaine de films. Il continuera dans son engagement politique en mettant en avant les corruptions politiques, comme dans L'Aveu ou Section spéciale. Il s'essaiera au drame romantique dans Clair de femme, puis ira dénoncer le putsch chilien de Pinochet dans Missing, Portée disparue. Il attaque les médias dans Mad City, mélange la politique et le familial dans Music Box, critique fortement l'Église et son silence concernant les exterminations juives durant la Seconde Guerre mondiale dans Amen, et il n'hésite pas à s'inspirer de réels témoignages de faits historiques et réels pour mettre en scène ses histoires. Aujourd'hui, Costa Gavras a 89 ans,
et son dernier film en date, sorti il y a 3 ans, s'appelle Adult in the Room, qui retrace le parcours chaotique du ministre des Finances grec sous Tsipras, un gouvernement censé être de gauche qui devait à l'époque alléger la dette du pays en proposant des négociations avec l'UE. Et le film nous montre les nombreux échanges entre le ministre et les hauts responsables de l'Union, qui sont profondément méprisants envers lui et ne lui laissent aucun autre choix que de s'appliquer à leurs règles. Auquel cas ils décideront de sortir le pays de l'euro, ce qui aurait été un désastre économique à l'époque. On va en parler plus précisément dans le choix des films dont je vais vous parler pour l'illustrer. Et donc, bien qu'il soit parvenu après le gros succès de Z à réaliser des films sans trop d'encombre, ses succès sont relatifs. Il y a en général un bon retour sur investissement à peu près stable, mais ce n'est que très rarement des succès aussi fulgurants que le fut son film de 1969. Et la faute effectivement au sujet choisi assez tabou, mais aussi à sa volonté de ne pas faire dans le sensationnalisme, du moins sous l'aspect formel. Dans Amen par exemple, il ne filme jamais les exterminations ni les juifs déportés, mais il illustre ça par un seul regard bouleversé, et un habile montage où il filme plusieurs fois des trains allant vers le camp avec les wagons fermés, et qui repart vide, les wagons ouverts. Ces scènes apparaissent plusieurs fois dans le film et sont espacées de 10, 15 voire 20 minutes à chaque fois. Une façon d'illustrer le fait que pendant que l'Église peine à être convaincue et à vouloir entendre ce qu'il se trame, les déportations et les exterminations continuent. Gavras reste en permanence proche du réel, et il a aussi cette particularité dans beaucoup de films, surtout avant les années 2000, de ne pas faire vraiment de personnages principaux que l'on suit et sur lesquels le récit est centré. Comme ce sont les situations politiques qui l'intéressent, plusieurs longs métrages n'ont pas de protagoniste. Dans Z par exemple, on suit plusieurs personnages à la fois mais jamais un en particulier, donc c'est aussi un élément qui est très minoritaire face à la normalité d'une histoire dans un film. Qui plus est particulièrement standardisé dans les années 80. Difficile d'attirer du monde en salle et de ne pas réussir à avoir d'accroche envers un personnage que l'on suit. Et pourtant je trouve que son cinéma est très brillant. Le premier film dont nous allons parler, c'est le Festival. Il n'y a pas un seul personnage centré sur le récit. Mais de quoi parle le film? Il s'inspire d'un fait historique réel organisé par Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Vichy en 1941, et naturellement validé par le chef de l'État de l'époque, le maréchal Pétain. En août de cette année, un groupe de jeunes militants communistes assassine un officier allemand dans le métro parisien. Et pour répondre à cette attaque et pour éviter que les Allemands nazis répondent par la violence, Pucheux décide de mettre en place une nouvelle loi instaurée en quelques jours et que l'on appelle rétroactive, c'est-à-dire qu'elle concernerait aussi ceux ayant déjà été jugés. Cette loi appelle à exécuter 6 détenus ayant des antécédents d'actes communistes comme des affiches de pancartes ou un non-respect de l'ordre établi par Pétain, ou bien des juifs pour répondre de cet assassinat. En gros, le gouvernement valide l'exécution par décapitation publique de 6 personnes prises aléatoirement pour répondre de l'assassinat. Et pour mettre en scène ce fait historique, Costa-Gavras n'hésite pas à jouer sur le sarcasme et même sur quelques effets de comédie pour souligner l'absurdité de ces réunions mondaines et de la mise en place de cette loi, que ce soit par des cafouillages d'hommes politiques, d'une apparition de quelques têtes connues que l'on ne verra que 2 minutes, ou que de la profonde hypocrisie de certains dialogues appuyés par le jeu. Et dans ce film, il y a donc des effets de style assez efficaces, notamment lors de l'assassinat pour accentuer le fait que les conséquences de cet acte seront dramatiques, ou encore lors des procès des détenus choisis au pif, évidemment présents pour faire joli, mais où toute la cour a été choisie d'avance par le ministère pour déclarer les peines de mort. Quelques bribes du passé de quelques détenus permettent d'instaurer une ambiance et un décalage profond entre les vécus. Et Gavras est assez bon à ce niveau-là car il arrive à créer une émotion esthétique envers des personnages que l'on n'a vus que quelques minutes et un profond mépris pour toute cette organisation. Alors bien sûr c'est cherché et engagé, par conséquent tout ce parti pris s'articule autour de l'engagement politique de Gavras et de sa volonté de faire de ses organisateurs de piètres clowns au service d'hommes d'une froideur sans nom. Par ailleurs, il choisit de ne jamais filmer le personnage de Pétain, même quand il parle lors de réunions dans le film. Mon Dieu, mais alors, ça veut dire que Gavras est un réalisateur gauchiste et communiste? Autre film engagé que je trouve assez intéressant car il instaure justement une ambiance qui fait que l'on ne se sent jamais en sécurité, c'est le film Missing qu'il a réalisé en 1982. Il s'inspire là aussi d'un réel événement historique, celui du putsch organisé par le commandant en chef de l'armée chilienne, Augusto Pinochet, contre le gouvernement socialiste de Salvador Allende en 1973. Les premières années sous son gouvernement font état d'une vraie dictature militaire, les soldats sont partout et tirent sur toute personne présentant un signe de manifestation. Un couvre-feu est par ailleurs établi et toute personne ne la respectant pas est fusillée sur la voie publique. C'est autre chose que le couvre-feu du Covid, n'est-ce pas monsieur Philippot? Le bilan de sa présidence est lourd, plus de 3200 morts, 38 000 torturés et des dizaines de milliers d'arrestations de dissidents. Un bilan jugé nécessaire par les défenseurs de Pinochet qui le félicitent de ne pas avoir laissé le pays sombrer dans le communisme. Ouais. Mais bref, on suit donc dans le film un Américain militant pendant les 30 premières minutes. Il se fait enlever et l'on n'a aucune nouvelle de lui. Là aussi, parti pris intéressant concernant les personnages car il y a plusieurs personnages principaux. D'abord le jeune militant,
Puis après sa disparition, c'est sa femme et son père, un businessman américain qui débarque dans le pays sans avoir réellement conscience de ce qui s'y trame. Il a une bonne conscience très conservatrice et nationaliste, et ne se doute pas une seconde que l'ambassade américaine pourrait être responsable de la disparition de son fils au Chili. Or, celle-ci a aussi des implications étranges avec l'arrivée de Pinochet au pouvoir. La corruption politique est au cœur de ce film malgré l'enquête organisée par les deux personnages. Dans ce film, l'ambiance est assez malsaine et Gavras se joue aussi avec le réel pour le montrer. Que ce soit des corps morts dans la rue filmés anecdotiquement en arrière-plan mais que l'on remarque tant c'est complètement fou, ou des discussions perturbées par des tirs lointains affirmant que des nouveaux morts sont à déplorer. Et un autre film jouant cette fois-ci entièrement sur une fiction mais qui a très certainement été vécu par quelques personnes, c'est Music Box en 1989, qui est un de mes films préférés du réalisateur. Dans ce film, on suit une avocate américaine qui vit plutôt modestement et voit régulièrement son père, un ancien paysan étranger ayant réussi à migrer aux États-Unis pour y vivre une vie calme et prospère pour élever ses enfants. Mais cette vie est perturbée par un événement. Le père est accusé de crimes contre l'humanité en tant que soldat nazi ayant perpétué des meurtres et des tortures abominables. Très choquée par cette annonce, l'avocate va alors décider de défendre son propre père au procès. Un film qui cette fois s'ancre dans un récit plus standard avec des personnages principaux et une intrigue assez classique, mais ce que je trouve brillant cette fois-ci dans la mise en scène, c'est aussi la manière dont il va jouer l'ambiguïté des témoignages. Ce père nous paraît si fragile et doux, pourtant les témoignages lors du procès sont d'une violence assourdissante et bouleversante. Et chaque appelé confirme qu'il s'agit bel et bien de cet homme. Le jeu sur les regards mélangés aux discours choquants donne une émotion vraiment particulière. Comment défendre un type ayant fait de telles atrocités, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment lui le responsable au vu de la vie qu'il a vécue qu'il prétend défendre? Je trouve ça très fort. They told me to take my clothes off. They told me to stand against the wall. I started to cry. I told them I was a virgin. They laughed. Mishka said, "We will teach you to play us, like you play the piano." Mishka took out a revolver, and he forced it into my mouth. No questions. Government rest. Annie, what are you doing? No, it's not me. It's not me, Oni. It's not me. I didn't do this. It's not me. I didn't do this to you. I'm not a beast. I'm a father. I was a husband. I loved my wife, my family. I couldn't do this to you. And nem tentem ezeket. Montekik! Montekik! Et enfin, je souhaite vous quitter dans ces exemples de films avec Adult in the Room, son dernier long métrage sorti en 2019. Bien qu'il ne soit pas à la hauteur de certaines de ses œuvres, le film a des qualités indéniables, en plus du choix de filmer encore une fois caméra à l'épaule, avec une lumière très naturelle pour accentuer le réel. Gavras choisit aussi des acteurs ressemblant de manière très perturbante aux personnalités politiques réelles. Manière pour lui d'accentuer encore plus le docu-fiction et de mettre en avant le propos en expliquant indirectement que ce n'est pas une histoire particulièrement romancée. Et ça se justifie par les nombreux dialogues se situant souvent dans les mêmes décors, dans le bureau des hauts placés de l'UE, dans le bureau de Tsipras, etc. Le film a aussi cette intelligence de mélanger la fiction avec de réelles images d'archives pour représenter le peuple en colère. Une manière de prendre conscience de la quantité de monde en manifestation et de la misère du pays. Costa-Gavras choisit donc une simplicité dans sa manière de mettre en scène l'histoire, mais tout en apportant une singularité propre au réalisateur comme nous l'avons vu. Il y a quelques mouvements de caméra très brutals, comme des travelling avant très vifs qu'il place de temps en temps après plusieurs scènes relativement calmes, mais aussi des séquences un peu fantastiques qui suspendent le temps. Et c'est un passage incluant cet aspect fantastique et symbolique que j'aimerais vous montrer. Il s'agit de l'instant où Tsipras est sur le point de trahir le référendum de son peuple en acceptant de se soumettre à l'UE. Et pour filmer ce retournement de veste dû à la pression monumentale qu'il a sur les épaules, Gavras filme comme ça. Bon, je me suis battu pendant 1h30 pour essayer de faire passer l'extrait sur YouTube, mais rien à faire, j'ai beau le couper dans tous les sens, le flouter l'image ou essayer de modifier le son, etc. L'extrait passe pas et bloque complètement la vidéo, donc je vais être obligé de vous mettre que des images. Mais en gros, c'est une scène de 5 minutes où on voit Tsipras complètement entouré par tous les membres de l'Union Européenne. Et pour symboliser en fait cette espèce de piège, ils se mettent à danser sur une musique et à tourner autour de Tsipras, à essayer de le manipuler, à essayer de lui prendre le bras pour faire en sorte qu'il vienne vers eux. Tsipras au début il est un peu paumé, il sait pas trop comment faire, il trouve une porte de sortie littéralement, mais en fait en sortant c'est le noir complet. Et ce que j'aime beaucoup aussi au-delà de la choré, de la musique aussi qui est très belle, c'est la manière dont sont dirigés les membres de l'Union Européenne par Costa-Gavras. Il fixe en permanence Tsipras, ne le lâche pas du regard, et même quand ils ne dansent pas, qu'ils sont dans l'attente, les personnages sont quand même un petit peu en mouvement sur place comme un personnage de jeu vidéo, ce qui accentue vraiment l'effet fantastique. Et la fin est très symbolique puisqu'elle se termine par la prise de la photo avec tous les membres de l'Union Européenne et Tsipras compris. Smile.
Et ça s'enchaîne avec une voix off et une image du peuple pour dire que la crise du coup continue, parce que Tsipras a accepté de signer le contrat de l'Union européenne. Voilà, j'aurais vraiment bien voulu vous montrer un extrait, mais malheureusement le distributeur n'accepte pas. Et plutôt que de simplement démonétiser la vidéo, que de toute façon je ne monétise pas, il préfère carrément me la bloquer, donc j'ai pas trop le choix. C'est une manière de plus de critiquer la pression d'une institution sur un pays, et en l'occurrence le sien d'origine. Il le fait aussi avec l'ironie du titre, car les réunions ressemblent bien plus à des enfantillages qu'à de réelles réunions sérieuses avec des adultes. Et j'aime ce film car il apporte des clés de compréhension déjà sur l'économie fragile de la Grèce à ce moment-là, et permet aussi de nous apporter une vision assez rare du système et des conséquences de la condescendance des plus hauts placés. Et voilà, c'était une petite présentation de Costa Gavras. Alors je ne vais pas vous mentir, si j'aime aussi son cinéma, c'est aussi parce que je soutiens globalement ses engagements politiques, et je pense être un peu biaisé d'une part, parce que je trouve ça très courageux de sa part, mais je trouve sa manière de réaliser très intéressante, car cette volonté de ne jamais sombrer dans le sensationnalisme, mais de préférer le réalisme cru, le sarcasme et quelques effets symboliques, ça amplifie pour moi beaucoup plus la gravité de ce qu'il souhaite raconter. Ce n'est pas qu'une question politique du coup, mais aussi tout simplement de cinéma, de l'art. Là-dessus, je trouve le cinéma de Gavras assez unique en son genre. C'est en permanence un outil d'analyse intéressant et des choix de mise en scène très singuliers. De plus, même si c'est très orienté, je trouve qu'il arrive à jouer subtilement pour ne pas tomber dans le simple manichéisme, en mettant en scène par exemple les hommes qu'il dénonce en train de profiter de leur famille ou de passer du bon temps. C'est une façon d'accentuer l'absurdité qui est plus propre au monde dans lequel on vit que les personnes ciblées directement, à savoir que certaines familles valent plus le coup de vivre que d'autres. Je ne sais pas si avec l'âge qu'il a aujourd'hui, il a prévu de refaire d'autres films, mais c'est à chaque fois une expérience esthétique envoûtante, même quand ça part dans des dialogues financiers à la star d'Adult in the Room. On ne perd jamais de vue le film car la forme très politique a toujours un fond très humain dans lequel on peut tous s'accrocher. Il a su trouver le juste équilibre et c'est la raison pour laquelle il a fait de son cinéma une manière de dénoncer, constater des crimes par le prisme de son engagement militant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser à sa filmographie. Je vous mets tous les films que j'ai pu trouver, malheureusement ils sont pas tous dispo en ligne, mais en description j'ai mis tous les films qui sont disponibles. N'hésitez pas aussi à citer d'autres films qui vous ont plu du réalisateur, à commenter et à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.